Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 23 décembre 2022. Je crois que je l'ai déjà dit ce matin, mais je me répète, on est toujours le 23 décembre 2022 et on est en train de boucler l'année. Alors je vais pas vous le cacher, le SMI et la Suisse a tendance à suivre quand même pas par pas, pas à pas le reste des marchés mondiaux. On n'a pas fait grand chose de différent du reste du monde. On continue de naviguer au milieu de notre économie qui va moins mal que les autres, avec des perspectives qui sont moins mauvaises que les autres et une stabilité qui est meilleure que les autres, ainsi qu'une capacité d'innovation qui est, semble-t-il, encore une fois, au top de tous les pays du monde. Bref, ça va plutôt pas mal, mais pour ce qui est des marchés boursiers, eh bien, on continue à suivre assez attentivement ce qui se passe ailleurs dans le monde et on fait un peu comme les grands frères, comme l'Europe ou comme les États-Unis. Les taux continuent de monter, on est toujours inquiet par rapport à l'inflation américaine, pas l'inflation en Suisse, mais l'inflation américaine, on est inquiet par rapport à la récession américaine, pas la récession en Suisse, mais la récession américaine. Bref, on fait tout comme les autres et on essaye de sortir notre épingle du jeu, mais franchement, il n'y a pas de grande surprise. Alors on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se passer l'année prochaine sur le marché suisse. Comme il n'y a pas grand chose en termes de nouvelles fondamentales de base, eh bien je vais prendre simplement 5 titres. Je vais donc prendre 5 titres que je vais sélectionner pour cette année 2023 et puis on va essayer de les suivre régulièrement, voir ce que peut donner ces 5 titres, ces 5 membres du SMI au fur et à mesure de l'année. Alors pourquoi 5 titres? Eh bien parce que simplement il y en a 20 dans le SMI et puis qu'on sait qu'il n'y en a que 3 qui sont vraiment importants en termes de mouvement interne à l'indice. Et donc, du coup, j'en ai pris 5 pour essayer de sélectionner quelque chose de rigolo, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais vous expliquer pourquoi je les sélectionne, pourquoi je les prends. Et j'y reviendrai régulièrement toutes les semaines sur le SMI pour voir si je me suis complètement vautré ou pas, sachant que pour l'instant, les perspectives de croissance sur les marchés equity Nous allons donc commencer par notre petit point de situation des marchés globaux, parce que de toute façon, comme je viens de vous l'expliquer, la Suisse est quand même vachement dépendante du reste du monde. Donc aujourd'hui, on en est où? On est en train de se rendre compte que l'on a maîtrisé l'inflation, qu'on est en train de la maîtriser. On l'a vu et revu ces derniers temps, que les pics d'inflation semblent avoir été faits durant la fin de l'été et le début de l'automne. Les confirmations viennent petit à petit. On voit que le PPI va un peu mieux en Allemagne. Voilà, les prix à la production sont en train de baisser. Donc l'inflation semble être gérée de ce côté-là. Le problème de l'autre côté, c'est que les banques centrales refusent évidemment de changer leur fusil d'épaule. On sait qu'ils veulent voir plus de ralentissement au niveau de l'inflation avant de commencer à faire autre chose que monter les taux. Monsieur Powell nous l'a répété il y a quelques jours en arrière, comme quoi sa position, c'était un marché avec des taux élevés qui pourraient rester élevés, qui devraient rester élevés normalement en 2023 et ne pas baisser. Il devrait même continuer à monter un petit peu, pas des kilomètres, mais monter encore un petit peu. Et puis après, on pourra parler de cycle de baisse des taux, mais ce sera plutôt pour 2024. C'est en tout cas ce que la Fed nous annonce. Alors, tout le monde se base sur ce que la Fed nous annonce. Il faut pas non plus oublier quand même, ni mettre de côté que la Fed s'est quand même massivement gourée depuis 18 mois. Donc on va partir du prospect que cette fois ils ont raison. Prions, mes frères, c'est peut-être la seule solution pour que l'on s'en sorte. En tous les cas, on espère que les banques centrales ont raison. Mais s'ils ont raison, ils vont quand même continuer à nous faire souffrir puisqu'ils vont garder des taux élevés jusqu'à qu'à un moment donné, eh bien, l'inflation va prendre le pas sur la récession, enfin la récession plutôt va prendre le pas sur l'inflation et on va se rendre compte qu'à force d'avoir monté les taux trop vite, d'avoir gardé les taux trop haut, eh bien, on rentre inévitablement en récession. Mais Monsieur Powell, là aussi, nous l'avait déjà dit puisqu'il nous avait expliqué très calmement il y a quelques mois en arrière qu'il préférait devoir lutter contre une récession que lutter contre un marché qui part complètement en sucette parce qu'il y a beaucoup trop d'inflation. Donc en gros, c'est un peu le chemin qu'on prend. Il va d'abord voir que le marché est vraiment en récession et avant de pouvoir commencer à changer vraiment de stratégie au niveau des taux. Donc par rapport à ça, eh bien tout d'un coup les marchés se disent qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il reste plus qu'à surveiller ce qui va se passer au niveau des chiffres économiques. Le problème, c'est que les chiffres économiques sont excellents. Alors on a des taux qui montent à toute vitesse, mais ça change rien. Ça crée des jobs, les chiffres économiques sont plutôt bons, sont plutôt forts. Le seul problème, c'est que ça risque de faire un petit peu comme dans les dessins animés, vous savez, avec le coyote, quand il court et puis qu'il rate le virage, il tombe au-dessus de la falaise, ça fait
Donc ça va s'arrêter subitement. C'est pas que ça va faire gentiment un soft landing, ça risque que tout d'un coup, on va avoir des chiffres dégueulasses quasiment du jour au lendemain et tout va s'effondrer. On peut déjà se poser des questions puisque pas mal de gens se demandent si aujourd'hui les chiffres de l'emploi sont pas un tout petit peu magouillés, puisqu'on sait qu'il y a quand même pas mal d'Américains qui ont plusieurs jobs pour pouvoir s'en sortir. Alors on dit qu'il y a beaucoup de jobs à disposition, il y a quand même du chômage, mais il y a encore des Américains qui bossent 2 jobs en parallèle, voire 3 en parallèle, pour essayer de joindre les deux bouts. Donc, visiblement, il y a quand même une situation qui est un peu bizarre, avec un écart massif entre les très riches et les très pauvres qui doivent galérer pour essayer de survivre. Chose est-il qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, les gens se posent des questions. À quel moment on va se rendre compte vraiment que cette économie est quand même déjà en train de ralentir? Est-ce qu'on va se rendre compte avant, ou est-ce qu'on va simplement un jour se réveiller en se disant « Oh my God, il y a un truc qui bloque et nous sommes effectivement en récession ». C'est un peu le thème du moment et c'est ce qui agite les marchés, puisque à chaque fois qu'on a un chiffre économique qui est meilleur, on se dit « Oulala, la Fed va continuer à monter les taux ». Chaque fois qu'on a un chiffre qui montre que l'inflation est en train de ralentir, on se dit « Ah, c'est cool parce que la Fed va arrêter de monter les taux ». Et puis finalement, la Fed continue sur son positionnement de base dans lequel ils sont depuis un moment, et c'est un peu le résumé de notre année, puisque si vous vous souvenez correctement, durant toute l'année, nous n'avons fait qu'anticiper ce que pourrait éventuellement faire la Fed en lisant les chiffres économiques en amont de n'importe quel discours, de n'importe quel meeting de la Fed, de n'importe quelle réunion durant laquelle M. Powell aurait pu nous apporter un son de cloche différent. Nous n'avons fait que ça, et globalement, si je fais les statistiques sur toute l'année, mis à part un mois, où finalement des chiffres bons au niveau du CPI ont déclenché un rallye massif, on n'a eu que des déceptions. On a eu récemment le CPI, c'était celui du mois d'octobre, qui avait rassuré le marché, qui a créé une explosion de quasiment 10% en 2 jours, mais depuis, on n'a que des déceptions, puisqu'on n'a que des discours qui disent « Oui, c'est vrai, l'inflation est en train de baisser, mais nous, on va pas commencer à baisser les taux de sitôt. » C'est le message de la Fed, et c'est le message de la BCE. On a encore eu le numéro 2 de la BCE qui a parlé cette semaine pour le dire et pour l'exprimer ainsi. Nous voilà donc dans une situation extrêmement macro, parce que si vous réfléchissez un petit peu, aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. La macro, la macro, la macro, la macro. Et puis, par rapport à ça, les marchés bougent dans un sens ou dans l'autre, et se laissent un peu porter par le vent, mais il n'y a pas vraiment de vision fondamentale sur ce que va être l'avenir. Aujourd'hui, la plupart des banques le disent, l'année prochaine, ce sera très difficile. Le scénario de base, c'est un marché qui ralentit encore, qui va aller chercher les plus bas. La capitulation finale peut-être, avant de commencer à se reconstruire, peut-être pendant à la fin du premier semestre 2023. Ça, c'est le consensus global. Alors évidemment, quand le consensus global est d'accord, c'est pas forcément là que ça se réalise, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois récemment, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est même plutôt un indicateur avancé, un indicateur contrariant. Quand tout le monde est convaincu de quelque chose, c'est sûrement pas ça qui va se passer. Mais néanmoins, c'est à ça qu'on s'accroche aujourd'hui, et c'est un peu comme ça que l'on est en train de terminer notre année, puisqu'on vogue entre bons chiffres de l'inflation et mauvais chiffres parce que l'économie va trop bien. Et c'est un peu le résumé de ces dernières semaines, que ce soit sur les marchés américains, sur les marchés européens, ou sur la Suisse. Ce que l'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de se raccrocher à l'optimisme, puisque l'on sait qu'en général, une année mauvaise de bourse est toujours suivie par une année positive. Alors, en général, il y a 4 fois, je vous l'ai expliqué cette semaine dans le Morning Moon Live, il y a 4 fois dans l'histoire où ça ne s'est pas produit. C'était pendant la Grande Dépression, c'était pendant la guerre, après la guerre 39-45, et pendant la crise pétrolière, et pendant la bulle Internet dans les années 2000, après la bulle Internet. Donc aujourd'hui, ça ne s'est jamais produit, mis à part ces 4 fois. Je ne pense pas qu'on est tout à fait dans la même situation. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une destruction des earnings sur les sociétés l'année prochaine. L'impact réellement de cette hausse des taux pourrait se répercuter dans les trimestres à venir. Ça, il faudra être très prudent. Mais il y a quand même un espoir de dire on va peut-être effectivement aller chercher un bottom et avoir une année positive. Alors, on ne parle pas d'une année où on va faire un rallye de 45%. Mais par contre, si on pouvait juste terminer l'année 2023 en hausse, même 3%, je crois que tout le monde serait super content pour pouvoir essayer de reconstruire la suite et qu'on puisse se dire, voilà, quelque part, on a fait ce bottom après la crise de l'inflation. Pourvu que ce soit la réalité, on peut n'espérer que ça, parce que sinon, si on se fait une deuxième année négative, ça va être très très compliqué de trouver la niaque pour continuer dans la bonne direction. On va tout faire pour, mais ça va être compliqué. Regardons
rapidement les performances des assets classes séparément. Alors j'ai choisi cette fois de regarder sur le mois entier, vous voyez la 3e colonne, juste pour vous rendre compte que depuis sur un mois grosso modo, hein, eh bien ça va pas terrible, hein, ça va pas terrible parce qu'on a effectivement un rebond sur les assets classes type le Hang Seng. Alors le Hang Seng, il était tellement shorté, tellement plus mal depuis quelque temps que c'est presque logique parce qu'il y a un rebond qui s'est fait à cause de ces rumeurs de réouverture de la Chine. Alors c'est une bonne nouvelle d'un côté, mais peut-être qu'il faudra faire attention quand même parce que en même temps cette réouverture a des conséquences sur l'explosion des cas Covid en Chine et donc il y a un moment donné, on peut quand même pas oublier la possibilité de voir le Covid se spreader ailleurs que la Chine et dépasser les frontières et ça c'est une crainte que pour l'instant on ne met pas en avant, mais il ne faudra pas l'oublier non plus. On notera de l'autre côté la mauvaise performance des semi-conducteurs. C'est assez récent, jusqu'à maintenant ça a l'air de bien se comporter, mais les semi-conducteurs sont en train de lâcher depuis 2 jours avec des très mauvais chiffres chez Micron, qui a laissé entendre que ça allait être très très dur ces prochains mois, mais qu'ils espéraient que dans ces prochains mois, ils trouveraient quelque part le fond. Mais là encore, il y a pas mal de nettoyage à faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, l'exécrable nouvelle qui a été annoncée par Micron a déclenché une baisse. Donc l'exécrable nouvelle sur Micron a déclenché une baisse sur le titre, mais que de 3%, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de mauvais qui est pressé au niveau des semi-conducteurs. Mais c'est un indice qu'il faudra surveiller pour savoir à quel moment on est en train de redémarrer, puisque comme d'habitude, c'est celui qui a tendance à prendre le lead. Donc pour l'instant, comme c'est lui qui prend le lead à la baisse, eh bien on peut imaginer que les derniers jours de l'année seront quelque peu compliqués. Le Japon qui perd aussi 7,5%, pardon. Le Japon est en baisse parce qu'ils ont commencé à mettre aussi en marche une hausse, un cycle de hausse des taux, enfin de sorte de hausse des taux au Japon, on en a parlé. Et puis le reste, eh bien les États-Unis, hein, moins 5% sur le S&P, moins 6,6% sur le Dow Jones Transportation. Le DAX qui se prend 4,3%, le SMI en baisse de 3,43%, ça je parle sur un mois bien sûr, et le CAC en baisse de 2,8%. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les gens sont extrêmement prudents, et c'est vrai que quand on regarde ça, je vous ai mis surtout ce mois-là en perspective, parce qu'on parle de Christmas Rally, et pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on nous offre. Le SMI sur un mois, eh bien, comme vous le voyez évidemment, en tête de liste des losers, c'est le Crédit Suisse qui perd 21%, besoin de vous expliquer pour ça. Partners Group en baisse de 15%, parce que plus personne veut du private equity, et puis de l'autre côté, on a Swiss Re qui reprend 5,3%, Novartis qui va pas mal, Logitech qui ne fait rien sur un mois, et Roche qui continue à pêcher un petit peu en perdant 4,4%, et Nestlé qui est en baisse de 4,5% sur le mois, mais vous voyez que de l'autre côté, eh bien, on a quand même une petite embellie sur des boîtes comme Logitech ou comme sur UBS, mais ça reste quand même très difficile récemment sur ce mois à 2 décembre qui n'est vraiment pas positif. Je vais même pas vous montrer le graphique du SLI, les performances du SLI, parce que de toute façon, c'est copier-coller. Le Crédit Suisse est également en tête des losers. Si maintenant nous regardons les graphiques, alors nous avons sous les yeux le SMI comme d'habitude. Alors le SMI, comme vous le voyez, la semaine qui vient de se terminer, qui est en train de se terminer, ne ressemble pas à grand chose, hein. Vous voyez, la semaine dernière, on casse la moyenne mobile des 50 jours, on continue un petit peu en bas, on tente le rebond avec le reste du monde, on relâche de nouveau à cause de tout ça. Et puis finalement, aujourd'hui, on se pose des questions. À quoi bon continuer à traiter sur le SMI, sachant que demain c'est Noël et que fondamentalement il n'y a plus grand chose à attendre. Techniquement, si on regarde un petit peu en faisant abstraction du fait que nous sommes à l'aube et des fêtes de Noël, on a l'impression quand même que le SMI est en train de nous préparer, sauf changement de direction du reste du monde, une espèce de redescente en direction des plus bas. Là, on vient buter sur la moyenne mobile dans cette zone-là des 50 jours. Si on n'arrive pas à repasser en dessus, j'ai envie de dire, avant ce soir dans l'idéal, ou avant la fin de la semaine prochaine, j'ai l'impression que le début de l'année risque d'être plutôt dans le sens négatif, en direction d'un retour vers les 10 000 points sur le SMI. Il n'y a plus grand-chose qui nous retiendra pour aller. On va peut-être se sauver les fesses avec un point bas à 10 300, 10 400 ici. Mais en dessous, ça risque d'être quand même vachement mal embouché pour le SMI. Le SLI, ben pareil, hein, le Swiss Leader Price Index, il est exactement dans la même configuration. Ce qui est assez fou, si on prend un tout petit peu de recul, c'est qu'on est vraiment venu
bon, pas vraiment buté, mais à plusieurs reprises, on a buté sur cette moyenne mobile des 200 jours, et ça nous a renvoyé directement en dessous de la moyenne mobile des 50. On revient buter dessus en remontant, et de nouveau, le chemin évident semble être celui-là. Alors, je ne l'espère pas, mais franchement, aujourd'hui, ça a l'air quand même assez moche. Le seul truc qui nous sauve un petit peu les fesses, c'est que là, on voit que les stochastiques sont quand même vachement basses et qu'on peut espérer peut-être une récupération. La question, ce ne sera pas forcément une question de savoir si les fondamentaux le justifient, ce sera juste de savoir un peu comment les gens se positionnent pour ces 4 derniers jours de l'année. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à vouloir aller faire mes courses pour la cuisine de ce week-end plutôt qu'autre chose. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter le S&P 500, le Nasdaq et le SOX Index. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a entendu depuis le début de cette émission, c'est prépondérant, il est prépondérant de se préoccuper des marchés principaux parce que c'est eux qui vont nous driver. Eh bien, vous le voyez de nouveau, hein, à l'image du SMI, ou plutôt l'inverse, c'est plutôt le SMI qui se colle au S&P. Eh bien là aussi, vous voyez qu'on a buté une fois sur la moyenne mobile des 200 jours, qui se situe ici, ainsi que sur la résistance, la tendance baissière. Une deuxième fois, on a tenté la cassure, mais on a échoué après 24 heures. Une troisième fois, où on vient rebuter encore une fois dessus. Et finalement, bam, on relâche. On casse aussi la moyenne mobile des 50. On finit relativement moins mal que si on avait terminé au plus bas, bien sûr. On arrive à tenter encore un reversal pour sauver les apparences. Mais ce soir, ce sera vraiment une séance clé pour savoir si on finit en dessous des plus bas de hier, c'est-à-dire sur le niveau des 3765. Et si c'est le cas, eh bien, la porte sera ouverte pour retourner sur les lows du mois d'octobre. Et puis alors ensuite, si vous écoutez un petit peu les gens qui se parlent sur Twitter, je le disais ce matin, hein, dans les posts financiers de Twitter, eh bien, on parle déjà des 3000 points ici. Pour les plus extrémistes, puis après, bon, bah, on va pas se poser de questions, mais si on va déjà jusqu'à 3000, on pourrait dire qu'on a bien nettoyé la bulle du Covid, et puis qu'on pourra commencer à se reconstruire. Mais enfin, pour l'instant, ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est relativement faible. Là aussi, on est un peu rassuré par le fait que les stochastiques sont déjà vachement basses. Même configuration en pire sur le Nasdaq, hein, donc on voit que ces derniers temps, ça a été quand même très très compliqué. Alors pas besoin de vous faire un dessin, hein. Les grosses technos sont en souffrance, on a vu Tesla, on a vu Apple, on a vu Amazon, bref, plus rien ne va dans le secteur des GAFAM, et le Nasdaq est déjà sur les niveaux bas du mois d'octobre, hein. Donc je parlais tout à l'heure d'aller chercher les plus bas sur le S&P 500, mais on y est déjà sur ceux du Nasdaq. Ça nous a peut-être un peu sauvé les miches hier. D'ailleurs, on a vu que globalement, les gens s'étaient rués plutôt acheteurs sur la tech en fin de séance. Donc, on a vraiment ce sentiment qu'on est allé chercher le bottom intermédiaire du Nasdaq sur les 10 800, la 10 750. Mais faut vraiment pas qu'on lâche ces niveaux parce que alors sinon, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres aussi sur le Nasdaq. Méfiance donc. Le semi-conducteur index que vous avez sous les yeux à l'instant, eh bien, lui, c'est un peu moins pire, j'ai envie de dire, hein. Alors, vous voyez quand même que par rapport au Nasdaq, qui lui est en relatif déjà ici, grosso modo, eh bien, vous avez encore le SOX qui essaie de tenir la moyenne mobile des 50 jours. Alors, la question, ce sera d'y répondre. Est-ce qu'on arrive à tenir, vous voyez, cette tendance baissière qu'on a ici? Eh bien, on est en train de se battre dessus, autour de la moyenne mobile des 50 jours. Et ce qui serait positif, c'est qu'on arrive à rebondir ici, pour essayer de redémarrer quelque chose. Si le SOX nous fait un truc comme ça, c'est peut-être l'indication comme quoi le pire est derrière nous, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez des chiffres pourris comme Micron nous ont annoncé l'autre jour, de voir qu'on arrive à tenir aussi bien que ça, c'est plutôt encourageant. Donc il n'y a pas que du mauvais là-dedans, mais encore une fois, il faudra vraiment s'attacher au SOX, parce que je pense que c'est un indicateur qui nous permettra d'y voir plus clair ces prochains mois. Comme je vous l'ai dit au début de ce Swiss Bliss, je vais choisir 5 titres cette année, 5 titres du SMI pour dire voilà, moi c'est ceux que j'aimerais avoir dans mon portefeuille et c'est ceux qui me permettront de dormir le mieux possible dans mon portefeuille. Alors voilà les 5 titres que j'ai choisis pour 2023, donc j'y reviendrai chaque fois régulièrement pour dire voilà où on en est, voilà à quel moment il faut sortir, où il faut couper, où il faut renforcer la position. On en reparlera, ça nous donnera une excuse pour parler régulièrement de quelque chose. Je vais pas les taper dans les petites boîtes hyper bizarres qui peuvent faire x5000 en Suisse, mais c'est ces 5-là que j'aimerais avoir dans un portefeuille pour me dire
ça pourrait être pas mal cette année. Autrement, on peut acheter un tracker sur le SMI, se poser dans un fauteuil et attendre, parce que si ça repart, tout le SMI repartira. Je pense pas qu'en choisissant les 5 bons titres, on va surperformer. Mais je pense que c'est plutôt pas mal, parce qu'il y en a qui servent pas à grand chose dans l'indice. Donc voilà, moi j'ai choisi 5 titres avec lesquels j'ai envie de commencer cette année 2023. On verra ce que ça donne. Alors, le premier que j'ai choisi, eh bien, comme d'habitude, c'est le Bon Rush. Alors, le Bon Rush, il a beaucoup souffert ces derniers temps parce qu'il était downgradé par l'UBS. L'UBS a un peu stabilisé sa recommandation. Moi, je parierais déjà sur le fait que durant l'année, l'UBS va repartir avec un biais un peu positif pour autant que les choses ne se détériorent pas dans l'économie globale mondiale. Le titre est revenu à des niveaux relativement intéressants qui, moi, me rendent relativement confortable. Ces derniers temps, ils ont eu pas mal d'approvals qui sont en train de tomber, cette semaine encore. Donc, globalement, j'ai l'impression que Rush fait partie de ceux qui sont en retrait sur l'année et qui pourraient surperformer dans les mois à venir. La raison principale, on dit aussi souvent qu'il faut prendre les pires de l'année pour essayer d'espérer d'avoir les meilleures performances l'année suivante, ce qu'on appelle les Dogs of the Dow. Ça marche sur le Dow Jones à la base, mais ça marche aussi sur d'autres indices. Donc moi, je me positionnerais bien sur Rush pour l'année en démarrant aujourd'hui à ces niveaux-là. Alors si je prends le graphique du Bon Rush, bon bah on a, alors d'un côté d'abord, il faut quand même reconnaître qu'on a un peu cassé à la baisse, mais on revient sur les bas de ces derniers, depuis les plus bas du mois de novembre de l'année dernière. Donc dans cette zone-là, moi je me mettrais longue autour des, on va dire 296,50. Donc à 296,50, j'achèterais des bons rushs pour jouer un rebond en 2023. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est au plus bas de l'année 2022. Donc je me dis que peut-être c'est l'opportunité de revenir sur cette société qui, moi, me plaît de toute façon sur le long terme, où je ne suis pas vraiment inquiet et je ne la vois pas non plus divisée par deux à la mode Tesla. La deuxième action que j'achèterais volontiers pour 2023, c'est Swiss Re. Alors Swiss Re, il n'y a rien de très folichon. On se dit bien sûr, réchauffement climatique, catastrophe, oulala, ils vont devoir payer très cher. Oui, payer très cher quand il y a des catastrophes, en même temps ils augmentent les primes. Bref, ils s'en sortent toujours relativement bien, mais surtout ce qui est intéressant pour moi, la Swiss Re, c'est que j'ai pas besoin de la regarder, elle paye un gros dividende, et moi ça me suffit pour bien dormir dans ce petit portefeuille que je suis en train d'essayer de créer sur le marché suisse. Donc Swiss Re serait mon deuxième choix sur le SMI pour 2023. Alors elle, contrairement à Rush, elle est déjà bien remontée puisqu'elle vient de 69 au plus bas cette année et qu'elle se traite aujourd'hui à 87,14. Moi, je pense qu'elle peut largement remonter au-dessus du top qu'on a là derrière si le marché se reprend de manière correcte. Mais encore une fois, moi, c'est plutôt une action que j'achèterais sur base régulière pour avoir du dividende et pour avoir un dividende relativement conservateur et intéressant. Alors évidemment, a priori, elle peut aussi du jour au lendemain arrêter de payer son dividende, donc on doit se méfier par rapport à ça. Mais bon, pour moi, je pense que j'en achèterais une demi-position maintenant autour des 86-82. Et si elle revenait à baisser, eh bien, j'augmenterais ma position progressivement pour me fixer un prix moyen un petit peu plus bas et surtout continuer à encaisser mon dividende sur Swiss Re. La troisième, c'est le fonds de portefeuille idéal. Je crois que c'est une des très très belles performances de 2022 qui s'en est relativement bien sortie. Là aussi, dividende, performance, c'est la Zurich. La Zurich, c'est encore mieux que la Swiss Re quelque part parce que oui, c'est pas de la réassurance, mais c'est de l'assurance classique. Et pour l'instant, quand on voit les chiffres, quand on voit le management, quand on voit la performance de la société, il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, le dividende est plus que correct. Donc la Zurich, c'est juste le fonds de portefeuille par excellence. Je vais même vous dispenser de vous montrer le chart parce que c'est pas très important et c'est pas une action que j'ai envie de vendre de toute manière. Donc j'achèterai de la Zurich aujourd'hui pour 2023 et je l'oublierai au fond de mon portefeuille à moins qu'il y ait un changement majeur dans les fondamentaux de la société. Troisième choix donc, la Zurich. Quatrième choix, j'en ai déjà parlé dans le Outlook 2023 qui a été publié il y a 2 semaines en arrière sur la chaîne Suisse Côte en français où je parlais avec Vincent Gann. C'est un des titres qui revient régulièrement, c'est Geberit. Alors Geberit, il n'y a rien de très sexy puisqu'ils font quoi? Des salles de bain, des toilettes, du carrelage, enfin tout le matos pour faire des sanitaires. Et donc c'est pas le truc le plus sexy. Ils ont pas mal souffert ces dernières années. Mais la boîte est relativement stable. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, avec les taux qui montent et l'immobilier qui ralentit, c'est pas la meilleure des situations. Mais comme elle a déjà pas mal pêché ces derniers temps, eh bien, j'aurais tendance à vouloir me repositionner dessus pour jouer un rebond. Mais en étant assez prudent, parce que comme elle est sur les bas depuis très longtemps, si elle venait à casser ses niveaux et aller s'installer durablement dans une tendance baissière encore plus grave, à ce moment-là, je couperais la position. Alors vous le voyez, si on prend un graphique long terme sur Geberit, eh bien, effectivement, pour moi, les plus bas, ce serait 384, allez, 380 francs suisses. J'aimerais pas qu'elle aille en dessous.
mais d'ici là, je suis plutôt acheteur du titre. Donc idéalement, j'aimerais rentrer sur le niveau des 410-412 sur Geberit. Alors là, pour ça, on peut vendre des puts avec un strike 412 sur Geberit, une échéance à 3 ou 6 mois. Ça me paraît assez intéressant d'encaisser de la prime. Par contre, si on va effectivement en dessous et des 380, eh bien, je me méfierais un peu plus sur cette action-là, parce que ça voudrait dire qu'il y a un changement radical. Mais sachant que si par hasard, on a les choses qui se décantent un petit peu au niveau de l'Ukraine et au niveau des taux d'intérêt, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait bien se reprendre l'année prochaine. Et on voit aussi que, idéalement, on a quand même la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours qui sont en train de nous préparer un truc comme ça. Et quand on nous prépare un truc comme ça, eh bien, ça fait une Golden Cross. Voilà, donc Geberit, c'est mon quatrième choix pour l'année 2023. Et puis alors, mon dernier choix pour l'année 2023, alors là, c'est pure spéculation, c'est le Crédit Suisse. Eh oui, aux surprises, comment puis-je acheter du Crédit Suisse à ce niveau-là? Bah, d'abord parce qu'il est au fond du bac, et puis parce qu'on peut partir de deux hypothèses. Soit ce machin-là, ça va à zéro et ça va en faillite, ce que je ne crois pas une seconde, soit alors, effectivement, il va se passer des choses sur le Crédit Suisse en 2023. Pas forcément du fondamental qui vont changer la face du monde. Non, parce que le fondamental, ils vont devoir bosser pendant des mois et des mois pour que ça se corrige. Mais je ne serais pas complètement étonné qu'il se passe quelque chose ces prochains temps sur le Crédit Suisse, parce que ça peut pas continuer comme ça. Et je ne serais pas surpris d'avoir une grosse surprise justement ces prochains temps. Alors ça peut prendre la forme d'un takeover, d'une fusion, peu importe. Affaire à suivre, mais je crois qu'il y a quand même une espèce de valeur que je pense certaines banques auront intérêt à vouloir récupérer et en faisant fi des casseroles du passé, puisque les casseroles du passé ont l'air d'être liquidées, on va dire, ils sont en train de faire le ménage, donc je me dis que peut-être il y a un truc à jouer. Alors c'est vraiment hyper spéculatif, c'est pas un placement de père de famille, mais c'est de dire si dans le cadre d'un portefeuille global, vous prenez X% de votre portefeuille dans l'aspect risqué, si le Crédit Suisse il monte à 6, eh bien ça fait quand même une jolie performance sur cette partie-là du portefeuille, d'où l'envie d'acheter du Crédit Suisse, parce que finalement, au bout d'un moment, on peut quand même espérer que les choses vont changer. Après, on peut parler de ce qui leur tombe dessus encore et encore, parce qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on parle d'eux dans la presse, puisque récemment, ils ont attaqué Inside Paradeplatz pour dire qu'ils étaient méchants, parce qu'ils parlaient que dans mal d'eux. Et donc voilà, mais peu importe, en dehors de ça, c'est vraiment l'imposition spéculative de l'année. Long Crédit Suisse, ça m'empêchera pas de critiquer quand ça ne va pas, mais ça me paraît quand même relativement assez joueur pour l'année 2023. Voilà grosso modo ce que l'on pouvait dire sur cet avant-dernier Swiss Bliss de l'année. Donc retenez ces 5 actions, on va en reparler régulièrement. Au niveau des news, eh bien ça se calme à toute vitesse, les volumes sont en train de baisser. Lundi prochain, c'est fermé. Après, on n'a plus que 4 jours avant la fin de l'année et ça sera vraiment du pile ou face, parce que quand on voit comment les marchés se comportent aujourd'hui, ça peut finir en vert comme en rouge. Je sais, je ne me mouille pas beaucoup, mais dans le monde merveilleux de la finance en ce moment, se mouiller, eh bien ça veut dire acheter du Crédit Suisse pour 2023. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de revenir mercredi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, bah évidemment, je vous l'ai déjà dit une fois ce matin, mais je vous le redis, joyeux Noël à tous, profitez bien de vos familles, de vos enfants, de vos cadeaux, de la dinde et de tout ce qui va avec. Moi je vous retrouve comme d'habitude, merci d'avoir été avec moi toute cette année, et oui je suis encore là la semaine prochaine parce que je vais vous accompagner jusqu'au 30 décembre, et je serai de nouveau là le premier jour, pas le premier mais le deuxième jour de janvier en tous les cas. En tout cas merci à vous tous, merci à Swissquote, merci. Franchement, c'était une super année jusque-là. En tout cas, je me suis beaucoup amusé, moins sur les marchés, mais ça me fait plaisir d'être avec vous tous les matins. Passez de très très belles fêtes et je m'arrête là. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.